Madame la sous-gouverneure, chère Agnès, merci infiniment pour votre présence et merci à tous d'être là. Madame la sous-gouverneure, vous êtes en fonction depuis février de cette année. Avant ça, vous avez été pendant 3 ans chef économiste à la Direction générale du Trésor. Avant ça, président délégué du Conseil d'analyse économique. Avant ça encore, directrice du CEPI. Et vous êtes également enseignante, et peut-être principalement enseignante, vous allez nous dire. Ces jours-ci, pas trop. Ces jours-ci, pas trop. Et effectivement, vous êtes en congé de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et de l'école d'économie de Paris, où vous êtes prof d'économie. Et vous avez également disponibilité du cercle des économistes. Vous avez occupé des postes académiques dans les universités de Paris-Nanterre, Lille, Cergy-Pontoise, ainsi qu'à l'école polytechnique. Et vous avez été membre d'un grand nombre d'institutions, le Haut Comité, le HCSF, le Conseil général de la Banque de France, le Conseil des prélèvements obligatoires, le Conseil national de la productivité, le Conseil d'analyse économique franco-allemand. Et tout ceci sur la base d'une formation en économie. Vous êtes docteur en économie avec une thèse soutenue à Dauphine et qui porte sur la détermination des taux de change dans un modèle macroéconomique multinational, ce qui veut dire que c'est une bonne base certainement pour vos fonctions actuelles. Alors nous avons choisi ce matin avec vous de parler de la NBFI, ce secteur de l'intermédiation financière non bancaire, qui est un système de collecte de fonds et d'autres financements qui implique des acteurs qui n'appartiennent pas au système bancaire traditionnel, bien qu'ils puissent conduire des activités très similaires à celles des banques. C'est un domaine qui a longtemps été évoqué sous le terme de secteur bancaire de l'ombre ou shadow banking, du fait de son encadrement limité relativement au secteur bancaire. On parle aussi de finances parallèles. C'est un univers qui, en toute hypothèse, est un univers large, puisqu'on dit que c'est presque la moitié des actifs financiers mondiaux. C'est un univers en croissance. On dit que c'est aujourd'hui donc un peu moins de la moitié, 48-49% des actifs mondiaux. Au moment de la grande crise financière, c'était 42%. Donc c'est un secteur qui joue un rôle croissant dans le financement de l'économie. C'est en toute hypothèse un secteur très varié et même plutôt hétérogène, puisqu'on parle à la fois des fonds d'investissement, des sociétés de financement, qui elles sont très ancrées dans le quotidien au travers des sociétés de crédit bail, de location, d'affacturage, de crédit conso, les organismes de titrisation, les courtiers, les brokers-dealers en particulier, et puis des trusts. C'est un secteur un peu flou. On n'y met pas en général l'assurance, mais on y met souvent les fonds de pension. C'est un système, en tout cas réglementé moins strictement, ou en tout cas de façon moins homogène que le secteur bancaire. Alors, on ne va pas dire que ce n'est pas un secteur réglementé. Moi, je travaille dans une société de gestion, et si je dis à mon collègue de la direction de la conformité que son activité n'est pas réglementée, il va me regarder d'un air très bizarre, parce que tout est réglementé, la distribution est réglementée, le capital réglementaire est réglementé, la communication est réglementée, donc on ne peut pas dire que ce soit totalement un secteur sans réglementation. C'est quand même un secteur un petit peu instable, c'est-à-dire il y a eu quelques épisodes d'alerte depuis LTCM il y a déjà très longtemps, le rôle des fonds monétaires sur la liquidité lors de la crise financière et de la crise sanitaire, et puis un certain nombre d'événements plus récents. Et c'est également un monde très interrelié avec celui de la finance bancaire traditionnelle. Alors il est clair que les autorités financières s'y intéressent. Les autorités financières s'interrogent sur le rôle et les risques véhiculés par ces acteurs. Il y a eu 2 rapports récents, vous allez peut-être nous en parler, du FSB en septembre de cette année. Il y a eu une note aussi du Conseil européen du risque systémique qui porte notamment sur les fonds d'investissement immobilier et les fonds obligataires. Et puis la BRI, il y a quelques temps aussi, il y a 2 ans, avait évoqué la nécessité de renforcer les règles applicables. Et puis plusieurs rapports du FSB ou de IOSCO préalables. Alors, vous allez, si vous voulez bien, nous dire s'il y a effectivement une préoccupation des autorités financières sur le secteur, de par ses vulnérabilités propres, une vulnérabilité en termes de liquidité, et parfois amplifiée par un effet de levier, et puis surtout par ses interconnexions avec le système bancaire. Vous allez nous dire aussi, probablement, s'il y a même une crainte
que les banques centrales soient un jour amenées à remplir leur rôle de fournisseur de liquidités en dernier ressort vis-à-vis de ces acteurs? Est-ce qu'il y a des secteurs ou des sous-secteurs à surveiller particulièrement? Est-ce qu'il y a des contraintes ou même des résistances à cette surveillance? En tout cas, est-ce qu'il y a une volonté de mieux encadrer les acteurs et en tout cas de mettre en place des outils de mesure au niveau microprudentiel comme peut-être au niveau macroprudentiel? Et puis à quel niveau doit se faire cet exercice d'encadrement? Est-ce que c'est au niveau local, européen ou international? Voilà, une feuille de route pour la matinée. Merci beaucoup pour votre éclairage. Merci, merci beaucoup pour cette introduction. Je suis ravie d'être ici, merci pour l'invitation. Merci d'être venus si nombreux. Donc je vais peut-être introduire le sujet, enfin vous l'avez déjà introduit en fait, donc ça va me gagner du temps d'une certaine manière. Et donc comme ça, ce qui m'intéresse, c'est évidemment l'échange après, puisque c'est des secteurs que vous connaissez beaucoup mieux que moi. Vous avez rappelé que je suis à la Banque de France depuis relativement peu de temps. Donc je suis venue accompagnée de Jean Bossineau, qui est directeur adjoint de la stabilité financière, et donc il pourra répondre à toutes les questions difficiles, et je garde les questions faciles. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est la finance non bancaire. Vous m'entendez comme ça? Non, ça va. C'est la finance non bancaire. Et comme on va le voir, comme vous l'avez déjà dit, les contours sont flous, les risques croissants et l'encadrement encore, alors il existe, mais il est encore lacunaire. Donc ce qui est un peu difficile avec le secteur, alors donc on va voir d'abord, on va essayer de définir le secteur et mesurer son poids, voir un peu des exemples de risques qu'il pose et puis ensuite parler de l'encadrement réglementaire. Donc d'abord, ce qui est un peu gênant avec le NBFI, c'est qu'on définit ça par défaut. C'est ce qui n'est pas la banque. Donc pour vous donner quelques chiffres, les données c'était tout à fait juste. Donc le système financier mondial en termes d'actifs, c'est à peu près, un peu moins de 500 trillions, de 486 600 milliards de dollars dans le monde. Et vous voyez que l'intermédiation financière non bancaire, c'est un peu, en fait, c'est déjà un peu plus que la moitié. Et le reste, c'est les banques, les institutions financières publiques et les banques centrales. Et donc, dans cette moitié se décompose entre compagnies d'assurance et fonds de pension, qui, donc en France, c'est surtout les compagnies d'assurance, dans d'autres pays, il y a des grosses fonds de pension. Et ce qui va nous intéresser surtout, c'est les autres intermédiaires financiers, qui eux-mêmes sont divers. Donc, eux, c'est à peu près dans le monde 152 trillions. Et ils sont divers, fonds d'investissement, titrisation, vous les avez cités. Et on va s'intéresser plus particulièrement aux fonds d'investissement qui eux-mêmes sont divers. Donc il y a une espèce de diffusion, et c'est ça qui rend les choses extrêmement difficiles. Parce que quand on est à la fin, et je pense que vous êtes beaucoup d'entre vous sont dans des catégories ici, en fait c'est un métier différent. Et alors que la banque, il y a quand même des points communs entre les banques, les compagnies d'assurance, il y a vie, non-vie, mais enfin c'est quand même pratiquement homogène. Là, on est sur des métiers complètement différents et donc on a du mal à avoir une approche générale sur des entités qui sont aussi différentes et qui en plus sont définies par la négative. Une fois qu'on a éliminé les banques, qu'on a éliminé les fonds d'investissement, les compagnies d'assurance et les fonds de pension qui sont fortement régulés depuis la crise financière, notamment, enfin, c'était régulé avant, mais... Et donc voilà, on va de plus en plus dans les détails pour essayer d'encadrer un peu les risques et on va voir qu'il y a des risques. Alors en France, donc les encours mondiaux de NBFI, ça a été quand même multiplié par 2 en 10 ans. Et les fonds d'investissement x3. Donc c'est pour ça qu'on s'y intéresse en particulier, hein, parce que eux, ils ont vraiment une croissance forte, on va voir dans le graphique qui va suivre. En France, c'est beaucoup moins. Donc c'est à peu près 33% des encours, hein, contre plus de 50% au niveau mondial. Et c'est plutôt stagnant, enfin ça n'est pas en croissance exponentielle. Et les fonds d'investissement, c'est à peu près 15%, mais bon, ce qui nous préoccupe en tant que France, entité France, c'est plutôt les interconnexions avec des pays dans lesquels par contre c'est très gros, et ça peut être systémique. Voilà, donc pour illustrer un peu le propos, voilà les totales des actifs financiers mondiaux en niveau. Donc on retrouve notre niveau de presque 500 trillions.
Alors la partie, voilà, la partie rose là, ce sont les banques, donc avec une croissance. Et puis au-dessus, on a les différentes entités, et on voit que les autres organismes financiers, c'est le gris, et c'est la partie la plus dynamique. D'accord, depuis 2006. Et en pourcentage du total, puisque le total croît, on le voit encore plus, hein, la part des banques est plutôt en décroissance depuis 2008, et la part des autres... Alors il y a un aspect de concurrence réglementaire, hein, puisqu'on a... Hein, c'est pas tout à fait un hasard, c'est le retrait de la part des banques a démarré avec la crise financière mondiale. Voilà. Alors... Donc c'est très hétérogène selon les pays. Donc là vous avez la décomposition selon les pays. Donc vous êtes ici. Donc en France on voit que la banque c'est encore dominant, hein, et que on a la banque centrale bien sûr, et puis en termes de part dans les actifs détenus, et les autres organismes financiers, vous voyez, donc c'est ce que je dis tout à l'heure, c'était 15%, de l'ordre de 15%. Mais si on prend le Luxembourg, bon bah c'est presque tout gris, hein, le Luxembourg. Et on a l'Irlande également. L'Irlande, bon, les Pays-Bas, c'est quand même assez gros, c'est plus que la moitié. Ouais, donc c'est très hétérogène, et également dans les pays émergents, bon, on a des pays qui sont encore très bancarisés, enfin, où la banque est tout à fait dominante. Il y a encore des pays, par exemple le Brésil, on voit que, c'est ça, c'est le Brésil, oui. Le Brésil, on voit que les organismes autres institutions financières, donc qui regroupent tous ces fonds d'investissement, sont déjà d'une taille importante. Alors, faut-il s'en réjouir ou s'inquiéter? Les deux. Alors, donc, ces fonds jouent naturellement un rôle très important pour le financement de l'économie. On le voit ici. Donc, pour vous donner aussi des ordres de grandeur, la NDFI européenne, donc si on s'en tient aux assureurs et aux fonds de pension, c'est à peu près 781 milliards de titres de dette détenus, de dettes corporate détenus, court terme et long terme, sur un total un encours total de 2400 milliards. Alors attendez, non, ça c'est la France ou c'est l'Europe? C'est la France, voilà. Donc voilà, un tiers, donc c'est une empreinte quand même importante dans le financement des entreprises. Là, on a aussi, donc là, on a, sur le private equity, les actions non cotées, on a à peu près un encours de 1000 milliards à comparer à une valorisation du marché actions en Europe, en zone euro, pardon, qui est d'entre 6 000 et 8 000 milliards d'euros. Donc, évidemment, ce n'est pas tout à fait comparable parce qu'il y a des investisseurs étrangers, enfin bon, mais c'est juste pour avoir une idée de l'ordre de grandeur d'une empreinte dans le financement de l'économie qui est substantielle. Alors, donc, so far so good, ça permet aussi de diversifier. Donc ça permet aux épargnants, mais aussi aux banques de diversifier leurs actifs. Donc c'est aussi un bénéfice. Et c'est une forme d'intermédiation, hein, donc entre les épargnants individuels et le marché. Donc c'est aussi ce bénéfice-là. Donc finalement, pourquoi s'inquiéter? Pourquoi s'inquiéter? On a vu depuis la crise financière mondiale, non déjà la crise financière mondiale, c'est une crise au départ de liquidité, qui s'est transformée en crise de solvabilité, puis en crise économique, puis en crise sociale et politique. On a vu en 2020, à partir de 2020, un nombre de chocs sur lesquels je vais revenir, qui sont des petites alertes, des petites lumières rouges qui s'allument. En mars 2020, on a eu le choc sur la liquidité des marchés obligataires. En mars 2021, on a eu la chute du family office Archegos qui a entraîné des pertes importantes, voire très importantes pour des banques systémique, donc l'administration de l'interconnexion.
Printemps 2022, un choc sur matières premières, les appels de marge et des crises de liquidité pour certains acteurs sur le marché des matières premières, producteurs d'électricité notamment. Alors, septembre 2022, un dysfonctionnement des fonds LDI, Liability Driven Investment, qui ont entraîné des ventes forcées d'obligations, et la Banque d'Angleterre. Et avant, on a l'impression que la fréquence augmente. Hein. Et donc la question c'est qu'est-ce qui va nous arriver? Je vais revenir un peu sur chacun de ces événements et après pour essayer de tirer des leçons générales. Donc mars 2020, Covid et une ruée vers la liquidité. Donc on voit que les fonds monétaires, sont, enfin, les investisseurs dans les fonds monétaires retirent leur cash et les fonds monétaires se mettent à vendre des obligations, notamment corporate, sur un marché assez peu liquide, puisque ces obligations, ces titres corporate, commercial paper, sont en général détenus jusqu'à maturité, assez peu échangés, le marché secondaire n'était pas très actif. Et donc, on a un impact très fort. Donc, les fonds qui ont, en France, on a surtout des fonds à valeur nette variable, et dont la valeur des parts s'ajuste à la valeur de l'actif. Et on voit que ces fonds, vous voyez en Europe, en termes cumulés, on a moins 10%, en pourcentage des actifs. Donc on a moins 10% sur ces fonds-là, ce qui est tout à fait substantiel. Alors, en mars 2021, chute d'Archegos, donc c'est un family office d'une taille d'environ 10 milliards de dollars. Et qui était actif sur les produits dérivés, notamment donc les Total Return Swaps, TRS, avec un effet de levier. Donc donc c'était une entité qui n'était pas régulée normalement comme un fonds d'investissement, puisque c'était supposé être un fonds familial, donc non ouvert au public. Et en plus avec donc, un effet de levier très important et une exposition au marché des dérivés très concentrée sur un petit nombre de valeurs, notamment dans la tech et les médias. Et donc, en mars 2021, donc, vous voyez la perte d'une des valeurs qui étaient détenues, une chute de la valeur, des actifs, et donc des appels de marge, des contreparties de Archegos, Archegos n'ayant pas la liquidité, fait défaut, donc vente en bloc des actions par les contreparties, et notamment Crédit Suisse et Nomura qui ont perdu beaucoup dans cette affaire. Donc même si Archegos n'était pas nécessairement systémique en tant que tel, c'est son interconnexion avec des entités systémiques qui, là, pose problème. Donc vous voyez ici l'impact sur Crédit Suisse et Nomura, le ratio de solvabilité, CET1. Donc on a la perte Archegos est en gris. Et donc vous voyez, ça ne les amène pas en dessous des ratios de solvabilité, mais c'est quand même tout à fait substantiel. Et là, vous voyez les pertes en valeur. Hein. Donc là, on avait, juste avant la crise, donc la perte sur la valeur des banques en question, Nomura, donc la chute très brutale de la valorisation de Nomura et des Crédit Suisse. Voilà. Alors, ensuite, on a le printemps 2022, donc la flambée des matières premières, rappelez-vous, hein, donc à la fois les prix du pétrole, d'ailleurs avec, parenthèse, un écartement du pétrole russe et du cours mondial hein, lié aux sanctions, mais enfin bon, donc une flambée, le prix du gaz également et le prix de l'électricité. Et donc là, on a sur le marché à terme des matières premières, on a des acteurs qui sont des producteurs d'électricité qui vendent sur le marché à terme et à un certain prix,
qui devient inférieur au prix de marché, d'où des appels de marge, et donc ils doivent sécuriser leur contrepartie via les chambres de compensation, et donc il y a des appels de marge que les producteurs n'arrivent pas à honorer. Et donc, par exemple, le gouvernement allemand a dû débourser 19 milliards pour aider Uniper, le gros producteur allemand. C'est du gaz, Uniper. Et en Suède, ça a été aussi monstrueux. Là, on a aussi le Trésor au Royaume-Uni, une garantie sur le prêt bancaire. Donc, l'idée, c'est de garantir les banques pour les lignes de crédit qu'elles assurent aux producteurs d'électricité afin de financer les appels de marge. Donc 47 milliards, ce qui est quand même une explosion très importante. Et on voit que la Banque d'Angleterre a été impliquée. Donc là, vous voyez l'évolution du cours, donc ça c'est la volatilité, pardon, en grisé, la volatilité du prix, c'est pour le TTF, donc c'est du gaz, et sur deux marchés. Et vous voyez l'explosion des appels de marge, c'était de l'ordre de 5 euros par mégawattheure, et ça a flambé jusqu'à 145,80 euros par mégawattheure. Donc c'est énorme. C'est énorme comme augmentation des marges. Alors, dernier exemple, les fonds liés au Royaume-Uni et l'épisode du mini-budget britannique de Liz Truss, qui était en fait un maxi-budget, qui a affolé les marchés. Donc là, on a des fonds de pension qui doivent couvrir l'écart de maturité entre actif et passif, donc soit un passif très long et un actif qui n'est pas aussi long, et qui, accessoirement, n'est pas suffisant, on essaye d'augmenter la rentabilité. Et donc, ces fonds utilisent cette stratégie LDI pour, avec du levier via le marché repo ou le marché dérivé. Donc le mécanisme sur le repo, c'est que le fonds emprunte sur le marché repo, donc de manière sécurisée, en mettant du collatéral. Il achète avec ça des obligations à long terme. Et donc, il va améliorer le match entre l'actif et le passif. Mais si les taux d'intérêt montent, la valeur des obligations qui ont été mises en pension baisse. Et donc, appel de marge pour sécuriser la contrepartie. Et donc, il faut fournir la liquidité à ce moment-là. Une autre manière de faire, et d'ailleurs, il combine les deux, c'est avec un swap, donc échanger pour une certaine durée les flux d'intérêt entre des obligations court terme, donc que le fonds va prêter, et des flux sur des obligations long terme qu'il va emprunter. Et donc, pareil, avec la hausse des taux, la valeur des flux empruntés diminue. Et donc, la chambre de compensation, où s'échangent les produits dérivés, va faire un appel de marge. Et donc, l'appel de marge est d'autant plus important que le fonds a emprunté pour réaliser ces opérations. Donc, les obligations qui sont échangées ont finalement été empruntées d'une certaine manière. Donc, ce risque s'est réalisé en septembre 2022 avec une hausse des taux très brutale des taux obligataires britanniques, jusqu'à 200 points de base par rapport au taux américain à 30 ans. Et donc ça a déclenché une hausse des appels de marge pour couvrir les contreparties, le risque de contrepartie. Et donc la nécessité de trouver la liquidité. Et pour trouver cette liquidité, les fonds ont vendu. Et donc ça a accentué le problème. Donc ils ont vendu massivement des obligations souveraines de long terme, et ces ventes ont dépassé la capacité d'absorption, et la Banque d'Angleterre a pu intervenir alors même qu'elle était en phase de normalisation de sa politique monétaire. Et donc c'était un peu compliqué du point de vue de la communication de dire oui on fait toujours du QT, mais enfin là on va acheter quoi. Donc ils sont assez bien réussis d'ailleurs. Ils ont assez bien réussi de dire que c'était temporaire, targeted, mais c'était pas évident. Donc on voit là la menace dont vous parliez sur la Banque centrale, et le risque finalement d'être de prêter un dernier ressort pour tout le monde, y compris parce qu'il y a une sorte de contrat avec la banque. La banque commerciale qui est ultra régulée,
Et en échange de cette régulation, eh ben, accès aux prêteurs en dernier ressort. Et donc là, on a des fonds qui, finalement, d'une certaine manière, ont accès aux prêts. C'est pas direct, hein, mais à la liquidité en dernier ressort. Et ne sont pas régulés comme des banques, donc ça pose un sujet, même si les fonds de pension ont une régulation. Mais sur la liquidité, on voit bien que là, on voit que à chaque fois, hein, c'est le risque de liquidité qui déclenche. Et effectivement, et de manière générale, enfin moi, quand j'étais au Trésor, j'ai découvert que 17% des entreprises françaises étaient en fait avec un capital négatif. Et je me dis, mais comment est-ce possible? On me dit, bah, si elles n'ont pas de problème de liquidité, elles peuvent survivre, il n'y a pas de problème. Et c'est vrai qu'on a tendance à oublier ça, hein, que la vraie étincelle, c'est quand même le problème de liquidité. Alors, donc, en quoi est-ce que c'est systémique? Donc, la fabrique du risque systémique, bah, c'est l'interaction entre du levier, donc de l'endettement, de la dette, un problème de liquidité et des interconnexions. Et pourquoi systémique? Parce que, bon, un acteur individuel, si on le laisse totalement libre, eh bien, il a tendance à faire trop de dettes, parce que ça augmente le rendement sur equity. Ça va provoquer un risque de liquidité, et le risque de liquidité n'est pas totalement internalisé, parce que, comme on vient de le voir avec les fonds de pension britanniques, hein, quand ils vendent, en fait, il y a un effet sur le marché, ils font baisser le prix pour tout le monde. Et donc, ça va dévaloriser l'actif dans tous les bilans, et c'est pas pris en compte. Donc, c'est de ce point de vue-là que c'est systémique. Sans parler des interactions de liquidité elle-même, puisqu'il y a des lignes de crédit, etc. Et puis le marché dérivé, bien sûr. Et donc, c'est des interconnexions. Donc, les interconnexions vont jouer un rôle majeur. Donc, voilà, on part d'un sujet qui, on se dit, il est circonscrit. Des gens investissent dans un fonds illiquide, avec beaucoup de dettes, donc un bon rendement. Ce fonds fait faillite. Eh ben, c'est tant pis pour lui. Voilà. Et en fait, on se rend compte que, ah ben non, en fait, c'est tant pis pour tout le monde. Et d'où la préoccupation des autorités. Alors, donc, aux sources du risque, il y a la symétrie de liquidité entre l'actif et le passif, hein, donc ça c'est tout à fait clair, hein, avec des parts de fonds qui sont détenues par des investisseurs qui peuvent éventuellement se retirer. Donc c'est liquide du point de vue du passif, hein, ça dépend du contrat, hein, mais ça peut être éventuellement liquide, donc la facilité de rachat varie selon le type de fonds, mais ça peut être immédiat. Et du côté de l'actif, on a des actifs détenus qui ne sont pas nécessairement liquides, notamment on peut penser à l'immobilier. On a du cash, mais avec des coussins de trésorerie qui sont régulés pour certains, les fonds monétaires, mais c'est pas général. Alors ça ne veut pas dire que les fonds n'en ont pas, hein, mais c'est pas régulé de manière centralisée. On pourrait dire que les fonds sont individuellement relativement petits, donc la notion d'entité systémique n'est pas éclatante dans ce domaine. Mais ce qu'on constate, c'est que les portefeuilles, par exemple, là vous avez l'exemple pour les fonds monétaires, les portefeuilles détenus sont de plus en plus similaires au cours du temps. Donc on a un indice de similarité hein, qui est l'écart, pour chaque paire de fonds, on mesure la part de l'encours qui est similaire par émetteur entre deux fonds. Et on agrège tout ça, et on voit que cet indice de similarité, il passe de 25 à 40%, donc de 25% à 40% de similarité en une dizaine d'années. Et donc, même si chaque fonds est petit individuellement, si tous se comportent de la même manière, c'est comme si on en avait un gros. Et donc, c'est comme si on avait une entité systémique. Donc, évidemment, le levier aggrave tout ça. Donc, on a un choc de prix ou de taux, enfin, de valorisation. Donc, dévalorisation des portefeuilles et des titres qui sont mis en garantie pour les emprunts. Besoin de liquidité, appel de marge, augmentation des demandes de garantie,
du coup, vente de titres sur un marché qui est toujours de moins en moins liquide à mesure qu'il n'y a que des vendeurs. Et donc le choc de prix s'accentue et donc on peut avoir quelque chose de très autoporteur. Et donc d'autant plus autoporteur qu'il y a du levier dans le système. Voilà. Alors les fonds français sont relativement peu recours au levier par rapport aux fonds étrangers. Donc là, vous avez par pays des comparaisons internationales sur les fonds ouverts, qui sont d'ailleurs relativement peu importants. Enfin, donc là, vous avez aux États-Unis quand même, donc le levier synthétique, là, il est calculé comme le rapport d'exposition notionnelle brute rapporté sur la valeur négative. Donc les États-Unis, on est quasiment à 1. Et la France est là. Donc c'est beaucoup moins. C'est beaucoup moins. On a bien sûr, alors là à droite vous avez les hedge funds, donc avec une variance énorme, ce qui n'est pas très rassurant non plus, parce qu'on peut avoir une entité qui est totalement délirante, on l'a vu avec SVB dans le domaine bancaire, où en général les banques sont gérées avec des principes qu'on enseigne en première année de finance. Et là on en avait une qui était gérée différemment et qui a failli causer des dégâts systémiques. Donc on voit que la distribution du levier de hedge fund, vous voyez, Royaume-Uni, c'est complètement fou. Donc on a des entités dans le système mondial qui sont extrêmement leveragées. Alors les interconnexions, donc on peut les voir avec ce type de graphique. Donc on a des interconnexions qui sont directes, hein, puisque on a par exemple des entreprises qui investissent dans des fonds pour gérer leur trésorerie. Et donc ils peuvent perdre, donc avec éventuellement des effets sur l'économie réelle qui après vont boucler sur les bilans des banques. On a aussi des expositions à la liquidité où des banques sont financées à court terme par des fonds monétaires. Donc on a cette exposition directe et on a une exposition indirecte via les prix des actifs, comme j'ai exposé précédemment, qui donc avec une boucle entre les ventes en catastrophe et la valorisation du collatéral. La valorisation du collatéral, la dévalorisation du collatéral entraînant des appels de marge, de mise en garantie, qui elle-même déclenche des ventes, etc. Donc là, en termes d'interconnexion, alors les fonds monétaires sont vraiment sont en violet, là, au centre du système. Donc on a des assureurs, des fonds de pension qui investissent dans ces fonds monétaires, et ces fonds monétaires vont les financer les banques, là, vous voyez, les banques, les sociétés non financières, on en a parlé au début, les commercial papers et des fonds non monétaires. Donc ça, c'est... Pardon, c'est des fonds non monétaires, excusez-moi, c'est les fonds non monétaires, et là les fonds monétaires sont là, en bleu, et c'est eux qui financent massivement les banques. Les fonds non monétaires les financent un peu, mais c'est surtout les fonds monétaires qui sont financés. C'est dans le monde. Ça c'est la France, hein. C'est la France, ça. C'est la France, pardon. Ou la zone euro. Non, c'est la France. C'est la France. Non, c'est la France. Les fonds monétaires, France. Voilà, donc on a donc je reprends, les assureurs qui investissent, les fonds de pension, eux ils investissent plutôt à long terme, donc plutôt dans des fonds non monétaires, mais un peu aussi dans les fonds monétaires. Des fonds non monétaires qui investissent dans d'autres fonds non monétaires, mais aussi dans des fonds monétaires. Et les fonds non monétaires qui investissent dans les sociétés non financières, c'est ce qu'on a vu au début, financement de l'économie, mais qui investissent aussi un peu dans les fonds monétaires et un peu aussi dans les banques. Et bon, aussi dans l'administration publique, parce qu'il y a aussi de la dette publique, et les fonds monétaires qui investissent massivement dans les banques. Et là, on a quand même un canal d'interconnexion qui est assez direct entre et les banques qui sont, donc, comme j'ai dit, financées en partie par les fonds monétaires. Ça va? On pourra revenir là-dessus. Donc, les appels de marge sont un peu au centre de ces interconnexions indirectes, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, dans le cas du LMI, on annonce du mini-budget, vente d'obligations britanniques. Du fait du levier,
appel de marge important. Les fonds britanniques n'ayant pas suffisamment de liquidité pour couvrir leurs pertes, doivent vendre, ce qui fait encore baisser les prix. Donc face à cette boucle de vente rétroactive, comme j'ai dit, la Banque d'Angleterre est intervenue en achetant les obligations en question. Alors, donc là, ça pose des questions d'aléa morale. Voilà. Donc la BCE, ah oui, j'ai oublié de dire tout à l'heure, en 2020, il y a eu la ruée sur la liquidité avec des ventes de commercial paper. La BCE est intervenue en fait. Et pareil, la Banque d'Angleterre et la Fed sont intervenues. Donc on voit les détentions dans le cadre du PEP, Pandemic Programme, les détentions en 2020 très fortes, puis ensuite qui se sont réduites. Et là, les achats de commercial paper par la Fed et la Banque d'Angleterre également. Donc ça pose la question de l'aléa morale et donc de la régulation, parce que tout accès au prêteur en dernier soir doit avoir son pendant en termes d'encadrement des risques. Et on voit aujourd'hui de plus en plus de voix dire la solution, c'est quand même que la Banque centrale couvre tous les risques de liquidité. La question qui se pose aujourd'hui, c'est, on a vu avec SVB, Crédit Suisse, que en fait, même si les cours des banques avaient un peu tremblé, le système bancaire européen, qui a été régulé massivement depuis 2008, a bien résisté. Donc c'est quand même une sorte de validation de ce qui a été fait en matière de solvabilité et de liquidité. Et donc la question, c'est est-ce que, ne pas reproduire un peu 2008, mais dans le domaine du non bancaire, et donc anticiper tout ça pour voir si la régulation est adaptée. Donc la difficulté qu'on a, comme on l'a dit au début, c'est qu'on est face à une population très variée. Donc il y a déjà des choses qui ont été faites, mais à chaque fois c'est sur un segment. Donc on a par exemple les coussins de liquidité sur les fonds monétaires. On a un alignement de la liquidité offerte aux investisseurs et donc sur les fonds alternatifs, la directive AIFMD. On a des outils de gestion de liquidité qui sont à la main des fonds, donc avec des swing pricing, donc on a juste le prix en fonction en fonction des évolutions de marché, de manière à éliminer le gain du first mover, du premier qui vend. Des outils anti-dilution, des gates et tout ça pour les fonds d'investissement. Je vais en parler parce que c'est à la main des fonds, ils ne l'utilisent pas nécessairement. Et des limitations de levier, par exemple en Irlande, maintenant il y a une limitation de levier qui a été imposée sur les fonds immobiliers. Bon, un levier à 60%, donc c'est quand même, vu de France, c'est énorme, mais voilà. Et des limites de concentration de l'actif pour les OPCVM. Mais donc tout ça, c'est dans le domaine du micro-prudentiel. C'est entité par entité. Il y a des outils de gestion. Donc l'entité doit mettre en place ces outils de gestion. Mais après, on ne va pas nécessairement l'obliger à les activer. Ça dépend des outils. Les outils des coussins de liquidité, ça c'est réglementaire. Mais après, les outils de gestion de la liquidité, c'est à la main du fonds. Et donc c'est micro-prudentiel, entité par entité, et ça ne prend pas nécessairement en compte les interconnexions et la stabilité globale. Donc, les outils existants n'ont pas permis de contenir les risques, les risques dans les précédents chocs, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a eu une intervention publique. Donc l'avantage au premier sortant, donc pas de prise en compte des comportements collectifs, on reste un avantage au premier sortant, un mauvais alignement des incitations. Par exemple, les fonds ne sont pas incités à utiliser les outils de gestion de liquidité. Ils n'ont pas été incités, ils n'ont pas utilisé en mars 2020 par peur du stigma, puisque c'est entité par entité, et aussi parce que l'utilisation des coussins de liquidité qui étaient réglementaires
peut faire basculer le reste de liquidité dans un territoire qui entraîne des contraintes et donc hésitation à le faire. Et là, on voit qu'une démarche collective pour avoir un intérêt, pour éliminer cet effet de stigmate et cette concurrence un peu entre les flux. Manque de préparation des acteurs de marché face aux pics d'appel de marge qui sont très procycliques. Donc, quand les prix sont, quand tout va bien, il n'y a pas trop d'appels de marge, puis d'un seul coup, ça grimpe. La formule qui va déterminer les appels de marge n'est pas nécessairement connue des intervenants sur le marché, donc ils ne peuvent pas se préparer. Des lacunes dans les données disponibles, donc notamment, ça a été vu dans le cas d'Archegos, avec les expositions qui étaient cachées en fait. Donc tout ça n'est pas extrêmement rassurant. Donc les autorités variées sont à pied d'œuvre dans le domaine, avec pas mal d'initiatives un peu partout. Je vais peut-être citer un peu les problèmes qui ont été identifiés, hein, pour aller vers une approche plus systémique, macro-prudentielle. Donc, pour les outils jusqu'à présent, c'est essentiellement dans un but de protéger une entité donnée, voire les investisseurs. Donc, c'est la protection de l'investisseur. C'est à la main, comme j'ai dit, des gestionnaires de fonds. C'est fragmenté. C'est principalement ex post. On a des effets macro-prudentiels qui vont diminuer l'efficacité des outils individuels. Alors, non, il me manque une slide, bon, mais c'est pas grave. Donc les idées qui tournent, il y a beaucoup de choses, rien n'est décidé, mais il y a quand même, par exemple au FSB, vous avez vu le rapport sur les fonds ouverts, donc l'idée de classer les fonds ouverts en différentes catégories, 3 catégories en fonction de leur liquidité. Et avec une réglementation différente sur le niveau de liquidité, et les moins liquides, c'est obligé d'avoir des outils de gestion de la liquidité, des anti-dilution, des outils anti-dilution pour, par exemple, réduire la fréquence des retraits en cas de tension sur la liquidité, des choses comme ça, ou des prix variables ou des prélèvements, donc des outils sur les fonds ouverts. Donc c'est des discussions qui progressent bien. Il y a d'autres idées, de faire des stress tests, par exemple macro-prudentiels sur l'ensemble du système. D'imposer des coussins de liquidité sur des fonds qui n'ont pas de réglementation de la liquidité. Éventuellement, alors ça c'est très discuté, avoir une approche contracyclique. Donc ça c'est très controversé, mais c'est des discussions en cours. Qu'est-ce que j'oublie, Jean ? D'accord, voilà. Et donc, je pense qu'on est dans les temps pour avoir une bonne discussion. Conclusion. Donc, vous allez avoir en décembre la nouvelle édition du rapport de la Banque de France sur la stabilité financière. Déjà en juin, il y avait pas mal de choses là-dessus, sur les enjeux liés à la NBFI. Donc, c'est vraiment dans le viseur des autorités, pas seulement en France, au niveau européen, international, et avec l'idée de vraiment anticiper un éventuel événement systémique qu'on a jusqu'à présent évité, mais avec l'intervention des banques centrales, et je trouverais que les banques centrales sont intéressées aussi au sujet, parce qu'elles n'ont pas envie d'être prises en otage par une crise de liquidité. Notamment dans une période où il y a, disons, une inflation qui décroît, certes, mais voilà, il n'y aurait pas d'interférence avec la politique monétaire. Et donc, on a jusqu'à présent eu une approche plutôt micro-prudentielle, mais l'enjeu, c'est, voilà, on voit que l'approche micro-prudentielle, elle est utile, elle progresse, mais elle ne couvre, par définition, elle ne couvre pas la dimension systémique.
Et comment est-ce qu'on met en œuvre une dimension systémique alors qu'on a des fonds totalement différents les uns des autres et donc on ne peut pas faire une réglementation générale. Ça, c'est vraiment un enjeu extrêmement difficile. Ça me fait un peu penser qu'avant, au marché unique des services. On dit qu'il faut faire le marché unique des services en Europe, ça va être formidable, on peut gagner autant qu'on a gagné jusqu'à présent, c'est ce que disent les études économiques. Et puis après, moment de découragement, parce que les services, c'est tellement divers qu'il faut les prendre un par un, et c'est toute une vie, quoi. Donc, ça me fait un peu penser à ça. Et donc, il ne faut pas baisser la garde, il faut quand même s'y attaquer. Surtout qu'on a aussi de nouveaux défis structurels qui arrivent, on a les enjeux des crypto-actifs, cybersécurité, de climat. Donc il ne faut pas être en retard. Si on essaie de ne pas être en retard d'une guerre, mais si on ne pouvait pas être en retard de 2 guerres, ce serait pas mal. Voilà. Merci pour votre attention. Merci beaucoup.